Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le colonel Jacques Beau, ancien membre des services suisses de renseignement stratégique, pour discuter de certains changements tant sur le plan militaire que diplomatique. Et en effet, il s'est passé beaucoup de choses. Merci donc d'être avec nous. C'est un plaisir. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Au cours des dernières semaines, nous avons vu les lignes de front s'effondrer plus rapidement. Les avancées territoriales russes s'accélèrent, leur permettant d'encercler des milliers de soldats ukrainiens. Nous voyons donc qu'il y a des avancées russes sur les lignes de front. Il a semblé pendant un certain temps que la voie diplomatique était morte, mais peut-être pour éviter trop d'examens publics, les discussions se sont poursuivies à huis clos, du moins entre les Américains et les Russes. Il semble désormais être parvenu à un consensus sur le format de base de ce à quoi la paix devrait ressembler. Comment interprétez-vous cet accord de paix? J'imagine qu'il vous a également pris par surprise. Absolument. Je pense que personne n'était au courant de cela. Comme vous, je pensais que tout s'était plus ou moins enlisé sur le plan des relations diplomatiques. Mais en réalité, cela continuait. Il y a quelques éléments que nous pouvons mentionner. Évidemment, la situation militaire sur le terrain a servi de déclencheur à un effort supplémentaire sur le plan diplomatique. Les Américains ont probablement été alarmés par la progression rapide des forces russes. Il y a seulement quelques jours, je ne suis pas sûr de l'état exact de Kupiansk à ce stade, mais en substance, nous avions, je dirais, 7 grands chaudrons en formation entre Zaporizhia, Kherson et Kharkov. Cela signifie donc que nous avions, disons, la perspective de victoire du côté russe et aucune perspective de capacité à regagner du territoire ou disons à obtenir une forme de succès tactique ou même opérationnel du côté ukrainien. Et je pense que c'est là l'aspect le plus inquiétant, car évidemment, les soldats ukrainiens se sont battus du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient, courageusement. Mais le problème, c'est que l'armée ukrainienne n'a aucune capacité à secourir ses soldats une fois qu'ils sont encerclés, ni à reconquérir le territoire perdu. Nous voyons donc que nous atteignons le point que nous avions en réalité annoncé il y a plusieurs mois. Les Ukrainiens manquent de capacité de manœuvre, je dirais, au sein de leurs forces armées. Ils sont capables de défendre des positions statiques, mais ils manquent désormais de la capacité de réagir de manière dynamique, par exemple avec des frappes blindées, des contre-forces blindées et même la puissance aérienne. C'est probablement la raison qui a motivé les efforts américains pour faire quelque chose, pour obtenir un résultat. Et maintenant, ce document que nous avons vu, les 28 points ont été publiés, donc nous connaissons le contenu de cet accord. Dans l'ensemble, il y a quelques points qui sont probablement encore contestés par les Russes, mais globalement, c'est un document qui va dans le sens de ce que les Russes souhaitaient. Cela signifie que les Américains, considérant que ce document a été discuté entre la Russie et une petite équipe aux États-Unis avec Kirill Dmitriev, l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, estiment qu'il existe au moins une forme d'accord du côté russe. Probablement pas totale, mais au moins dans une certaine mesure. Car encore une fois, lorsqu'on discute d'un tel accord, et je l'ai fait de nombreuses fois, les deux parties doivent parvenir à une forme de compromis. Et un compromis signifie que l'on n'obtient pas exactement ce que l'on veut. Il faut concéder quelque chose à l'autre partie. Cela veut donc dire qu'il y a probablement encore quelques points que les Russes doivent régler. Mais encore une fois, ce document, dans l'ensemble, va clairement dans le sens des Russes.
Ce qui signifie que par contraste, on peut dire qu'il n'est probablement pas en faveur de l'Ukraine, pas en faveur de ce que Zelensky voulait, ni de ce que les Européens voulaient, évidemment. Nous avons vu la réaction de Kaja Kallas et de Zelensky lui-même, qui ont déclaré que c'est inacceptable, et d'autres propos de ce genre. Le problème, c'est que la dernière fois qu'ils ont agi ainsi, c'était en avril. Enfin, pas la dernière fois, mais l'une des fois précédentes, où ils ont refusé un tel accord, ou disons retiré la proposition. Et c'était en avril 2022. L'accord était loin d'être inacceptable, à mon avis. L'Ukraine se serait bien mieux portée si elle avait accepté cela, si les Européens n'avaient pas forcé l'Ukraine à retirer ses propositions. Nous en sommes donc là. Et je pense que si l'Ukraine veut se retirer de cela, ou enfin, ce n'est pas vraiment une question de retrait car il ne s'agit pas d'une proposition, mais si l'Ukraine ne veut pas ou refuse un tel accord, alors la situation pourrait être encore pire pour elle. Les Russes, de leur côté, ont déjà l'expérience d'accords précédents qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine et par l'Occident en général. Par conséquent, ils continueront à se battre tant que l'Ukraine n'acceptera pas l'accord. Plus on attend, moins on a d'options, et plus la situation devient difficile. Eh bien sûr, comme vous l'avez mentionné, Zelensky a déjà indiqué qu'il ne voulait pas de cet accord. L'un des représentants de l'Ukraine aux Nations Unies a également précisé où se situaient les lignes rouges, ce qu'il ne pouvait pas accepter, ce qui englobait essentiellement tous les points principaux. Le rétablissement de la neutralité de l'Ukraine a été rejeté publiquement. Les limitations imposées à l'armée ukrainienne ont été rejetées. La cession de territoire a été rejetée. Donc, en somme, tout ce qui était important. Mais bien sûr, du côté russe, je pense qu'il y a aussi des faucons qui ne sont pas satisfaits de cela. Ils ont combattu pendant presque 4 ans dans une guerre d'usure. Ils ont détruit l'armée ukrainienne. Ils ont essentiellement anéanti tout ce que l'OTAN pouvait leur opposer. Ils ont tenu bon dans la bataille économique. Donc vous savez, c'était une victoire. Ainsi, après cette victoire très douloureuse, pour laquelle ils ont payé un lourd tribut, beaucoup aimeraient voir davantage de leurs objectifs atteints, même sur la question territoriale, étant donné qu'il y a très peu de confiance dans la capacité des Ukrainiens à réellement respecter cet accord. Ils souhaiteraient donc obtenir des territoires supplémentaires, tout de Kharkiv à Dnipro, Mykolaïv et Odessa, comme garantie. Mais bien sûr, je pense que Poutine dispose d'un soutien suffisant pour résister et repousser ce type de pression. Pour Zelensky, cependant, il ne peut pas simplement rejeter cela et revenir à la situation antérieure. Je m'attendrai à ce que Trump exerce une forte pression et impose des sanctions à l'Ukraine si elle ne donne pas suite, si elle refuse de concéder quoi que ce soit. Penses-tu que cela a été pris en compte, que les Américains vont désormais essentiellement faire pression sur les Ukrainiens pour qu'ils acceptent cet accord? C'est difficile à dire, car du côté américain, je ne suis pas sûr que Trump ait une liberté de manœuvre illimitée à ce sujet. Il y a toujours les néoconservateurs qui poussent, on retrouve en fait la même chose qu'à Moscou. Les néoconservateurs poussent à davantage de guerre. Ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà entendu maintes fois en Europe. Cela signifie que oui, nous savons que la Russie n'est pas encore vaincue, mais qu'elle ne peut pas non plus soutenir la guerre très longtemps. Par conséquent, ils pensent pouvoir apporter leur soutien à l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire. Ils ne se soucient pas du sort de l'Ukraine. L'idée est de maintenir un état de guerre avec la Russie afin d'épuiser les ressources russes. Ils disent même que cela pourrait durer des années. Je ne suis pas sûr que les Européens soient prêts à aller jusque-là, car ils ont une économie à prendre en compte.
Je veux dire, je dois être prudent ici. Du côté européen, il y a deux aspects. Il y a le côté rationnel, qui dit que l'économie ne peut probablement pas supporter beaucoup plus d'aide à l'Ukraine. Mais, d'un autre côté, si l'on écoute les dirigeants européens, ils ne raisonnent pas de manière rationnelle. Il y a une sorte d'irrationalité dans leur discours, dans la rhétorique qu'ils ont développée, surtout très récemment. Je veux dire, ils ont une rhétorique extrêmement belliciste, et elle est devenue encore plus dure au cours des 6 derniers mois, je dirais, qu'elle ne l'était auparavant. Il y a donc un écart croissant entre la rhétorique politique et la capacité économique à maintenir le soutien à l'Ukraine. C'est là, à mon avis, qu'il y a un grand point d'interrogation, et je n'arrive pas à le comprendre pleinement. Du côté américain, c'est presque la même chose. Car Trump veut rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est l'objectif. Et il sait qu'il ne peut pas s'impliquer dans un conflit, car cela absorberait des ressources. Donc, il veut sortir du conflit, et il est probablement en bonne voie d'y parvenir. Le problème, c'est que d'autres, les néoconservateurs, veulent qu'il continue à soutenir l'Ukraine et à maintenir une forme de confinement de la Russie par des sanctions et tout le reste. Autrement dit, je ne suis pas sûr que Trump ait, comme je l'ai déjà dit, une liberté de manœuvre illimitée à ce sujet. Concernant la Russie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a aussi des gens qui veulent tirer pleinement profit du sang versé pendant ces 4 années, et ils sont prêts à poursuivre cette guerre jusqu'à la destruction totale. Enfin, probablement pas totale, mais au moins pour gagner plus de territoire. Nous pouvons parler d'Odessa, nous pouvons parler de Nikolaïev. Je veux dire, couper l'Ukraine de la mer Noire et reprendre ces territoires qui étaient historiquement russes. Mais c'est une question de décision maintenant, car nous avons probablement atteint, sinon un point optimal, du moins quelque chose qui s'en approche. Le document que nous avons montre que les Américains ont fait un grand pas dans la direction de la Russie. Même si ce n'est pas parfait, c'est tout de même une avancée majeure. Il reste quelques aspects encore refusés ou rejetés par les Ukrainiens, comme l'OTAN et tout cela. Mais cela n'est plus sur la table depuis longtemps. Même Biden, en 2022, a dit à Zelensky que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN. Donc, si elle ne fait pas partie de l'OTAN, l'autre option qui reste est la neutralité, comme le stipulait la Constitution ukrainienne de 1996. Et ce n'est probablement pas une possibilité absurde ou complètement irréaliste pour l'Ukraine. Encore une fois, je pense que personne ne veut prendre le risque d'être impliqué dans un conflit avec la Russie. Surtout puisque les pays de l'OTAN ne sont pas en mesure ou ne seraient pas en mesure de soutenir une guerre ouverte à grande échelle contre la Russie. Donc, concernant la question de l'OTAN, malgré toutes les objections de l'Ukraine, je pense qu'ils doivent comprendre que cette option est déjà écartée. Maintenant, le problème du territoire est probablement le plus grave, car, bien sûr, Zelensky a payé un prix très lourd pour le conserver. L'idée que l'objectif de la Russie était de prendre l'ensemble de l'Ukraine a poussé le commandement militaire ukrainien à se concentrer sur la défense de chaque mètre carré du pays, et cela a eu un coût très élevé. À présent, s'ils doivent simplement abandonner le reste de Zaporizhia et de Kherson pour rien, cela serait probablement perçu par de nombreux Ukrainiens comme une sorte d'insulte. Et Zelensky ne pourrait probablement pas, ne survivrait probablement pas à cela. Je veux dire physiquement. Je sais pas. Mais c'est probablement quelque chose auquel il pense. Nous sommes donc maintenant dans une situation où tout le monde a quelque chose à perdre en cas de désaccord.
et tout le monde a aussi quelque chose à y gagner. Le problème consiste à trouver l'équilibre entre ce que l'on perd et ce que l'on gagne, ce qui signifie que nous atteignons une sorte de point optimal. J'ai été conseiller au ministère des Affaires étrangères en Suisse et nous disions qu'un bon accord est celui dont les deux parties sont insatisfaites. Et nous sommes probablement dans cette situation aujourd'hui. Je veux dire, encore une fois, je n'ai pas vu de réaction officielle des Russes à ce document. Nous avons vu la réaction ukrainienne et européenne. C'était simplement non, un non catégorique. Donc c'est pas étayé. Il n'y a pas de substance. Du côté russe, je n'ai rien vu. Mais je peux comprendre que vous aurez des objections des deux côtés. Et c'est probablement le signe que l'accord n'est pas si mauvais. Il faudra sans doute régler quelques points et discuter de certains aspects. Et évidemment, les Russes ne seront pas pleinement satisfaits, ni les Ukrainiens. Mais c'est probablement le signe que cela pourrait constituer une solution à long terme. Encore une fois, je n'en sais rien. C'est aux partis de décider. Mais il faut aussi comprendre que ce document a manifestement été élaboré à l'initiative de l'administration Trump, d'une certaine manière, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, la Russie bénéficie d'une certaine bienveillance de la part des États-Unis. Et si les Russes rejettent ou refusent catégoriquement un tel accord, ils pourraient ne pas bénéficier de la même bienveillance du côté américain à l'avenir. In the future, the same goodwill from the US side. So they probably have to consider this aspect. Ils doivent donc probablement prendre en compte cet aspect également. Et cela peut donner plus de poids à une décision dans un sens ou dans l'autre. Ce sont selon moi les points importants à considérer. Aucun accord ne sera parfait. La question ici n'est pas seulement d'avoir un accord pour les 6 prochains mois, mais d'en avoir un qui dure des années. Quelque chose avec lequel les Russes et les Ukrainiens puissent vivre. C'est là tout l'enjeu. Lorsque j'ai vu cet accord pour la première fois, je me suis dit que les Russes ne l'accepteraient pas à cause de certains points qui, à mon avis, pourraient être très controversés du côté russe. Mais, encore une fois, si l'on considère les choses à long terme et que l'on se dit eh bien, si nous acceptons cela, quelques points ou problèmes mineurs qui ne nous satisfont pas complètement, mais que ça peut offrir une solution durable, alors il y a probablement des compromis à faire. Et encore une fois, lorsqu'on négocie une situation aussi complexe sur le long terme, surtout dans l'état d'esprit actuel en Europe, qui est totalement opposé à toute forme d'accord. Car si l'on écoute Kaja Kallas, les Européens n'ont apporté aucune véritable solution à ce conflit. Zéro. Ils n'ont fait que promouvoir l'idée de fournir de nouvelles armes et des choses de ce genre, mais c'est tout. Sur le plan diplomatique, ils n'ont rien fait, parce qu'ils ne veulent rien faire. En conséquence, l'ambiance en Europe n'est pas favorable à un accord. Zelensky n'est probablement pas d'humeur à conclure un accord non plus, sans doute en raison des pressions qui pèsent actuellement sur le pays. On peut constater la tourmente politique à Kiev. Ce n'est sans doute pas à l'avantage de Zelensky. Il y a de plus en plus d'opposition à son égard dans le pays, et davantage de personnes souhaitent mettre fin à ce conflit parce qu'elles sont épuisées. Il existe une sorte de lassitude face à toute cette situation. D'ailleurs, on observe cela aussi en Russie. C'est sans doute moins évident, car les Russes, je veux dire, les Russes de Russie même, pas ceux des oblasts conquis en Ukraine, sont tenus à l'écart du conflit. Et c'était une stratégie délibérée du gouvernement pour que la vie reste aussi normale que possible, afin d'éviter que les gens, ne souffrent du conflit de différentes manières. On le voit dans les magasins et tout cela. En gros, la vie continue comme d'habitude. Par conséquent, les gens ne sont pas directement touchés par le conflit. Mais si l'on regarde les sondages, en particulier ceux du centre Levada,
qui, soit dit en passant, est considéré comme un agent étranger par la Russie. Il publie une enquête mensuelle sur la perception du conflit. C'est une information très intéressante, car depuis le tout début de cette opération militaire spéciale, il pose chaque mois les mêmes questions aux gens. Et cela permet des comparaisons très intéressantes concernant l'humeur de la population. On peut voir que l'opération militaire spéciale bénéficie encore d'un large soutien en Russie, environ 75 ou 76% de soutien, mais en même temps, un nombre croissant de personnes sont favorables à une solution négociée du conflit. Récemment, au cours du dernier mois, en octobre, la volonté de négocier a légèrement diminué. Mais dans l'ensemble, il existe toujours un intérêt ou une disposition plus large à parvenir à une solution négociée. Ainsi, des deux côtés, même si c'est plus marqué en Ukraine qu'en Russie, on peut observer une certaine fatigue, ce qui est compréhensible d'ailleurs. Cela signifie que cela entre également en jeu lorsque l'on pèse le pour et le contre d'accepter ou non un tel accord. Et cela affectera les deux parties. Donc je pense, encore une fois, que je ne peux pas dire ce que les Russes décideront. Les Ukrainiens doivent probablement réfléchir à cette proposition avant de donner un nom définitif. Les Russes y réfléchiront très sérieusement, très certainement, et seront probablement plus clairs dans quelques jours. Lorsque nous aurons la réponse, je veux dire, la véritable évaluation du gouvernement russe à ce sujet. Donc, encore une fois, je pense que tout reste ouvert à ce stade. Et je dirais que les Européens doivent probablement y réfléchir aussi, car je ne suis pas sûr qu'ils puissent obtenir davantage que ce qui figure dans ce document. C'est mon avis personnel. Eh bien, vous avez mentionné que dans un bon compromis, aucune des deux parties ne sera complètement satisfaite. Mais de toute évidence, cet accord est biaisé en faveur de la Russie. En même temps, les accords de paix doivent refléter la réalité. On ne peut pas avoir une Russie qui gagne la guerre et ensuite, d'une manière ou d'une autre, trouver un juste milieu parfait. Je veux dire pour Kaja Kallas, et, eh bien, les gens de son genre, elle a fait remarquer que la Russie est l'agresseur et que l'Ukraine est la victime. Donc ce n'est pas juste, que l'Ukraine devrait pouvoir dicter les conditions. C'est une vision très... Enfin, même si l'on adhère à l'idée que la Russie est simplement l'agresseur, cela reste une manière très normative de voir le monde, plutôt que de le considérer tel qu'il est réellement. Mais il a tout de même mentionné que pour de nombreuses raisons, cela reste controversé du côté russe. Un point que j'ai relevé est que, dans ce plan clé, le conflit est désormais présenté comme une guerre entre l'Ukraine et la Russie. L'un des problèmes avec cette manière de le formuler, c'est que beaucoup d'hypothèses reposent sur l'idée que l'OTAN peut simplement jouer le rôle de garant, plutôt que celui d'une partie prenante au conflit. Par exemple, l'accord permet à l'OTAN d'accumuler de grandes quantités d'armes à longue portée, qui pourraient être stockées en Pologne et expédiées directement en Ukraine si la Russie venait à déclencher une guerre. Mais bien sûr, si c'est l'Ukraine qui déclenche la guerre, alors les États-Unis ne seraient liés par aucun de ces engagements. Tout cela repose sur l'idée que l'OTAN, ou les États-Unis et l'Occident, respecteront les obligations telles qu'elles sont stipulées. Mais si nous acceptons que l'OTAN fasse partie du conflit, si j'étais assis à Moscou, je serais inquiet, car désormais l'OTAN pourrait encore à l'avenir, si elle décidait de faire pression sur la Russie, toujours activer le front ukrainien, c'est-à-dire déclencher une autre guerre, et ensuite injecter des centaines, voire des milliers de missiles à longue portée en Ukraine pour infliger des dévastations à la Russie. Donc vous savez, il y a beaucoup de ces questions qui susciteraient des inquiétudes et qui auraient probablement ou peut-être pu être traitées d'une meilleure manière si l'OTAN avait été reconnue comme un participant ici. Mais enfin, je suppose que je voulais vous demander,
Quels sont ces sujets controversés du côté russe auxquels vous faisiez référence? What are these controversial issues on the Russian side as you refer to them? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de revenir sur l'OTAN, car je pense que c'est important. Bien sûr, nous avons mentionné à plusieurs reprises que l'OTAN est partie prenante à la guerre et tout cela. Mais soyons clairs, l'OTAN, contrairement à l'Union européenne, ne peut prendre de décisions que collectivement. Je veux dire, Mark Rutte ne peut rien décider. Il n'a aucun pouvoir. Il n'est qu'un secrétaire général. En réalité, au sein de l'OTAN, ce sont les États-Unis qui décident. Donc ne pas inclure l'OTAN dans la discussion a du sens. C'est un peu comme l'ONU en fait. L'ONU elle-même ne peut pas décider. C'est le Conseil de sécurité qui le peut, où siègent les États-Unis et les 5 membres permanents. Mais l'ONU, en tant qu'organisation, a une capacité de décision très limitée. C'est la même chose avec l'OTAN. En réalité, nous devrions plutôt parler des pays de l'OTAN. L'OTAN est mentionné dans ce document parce que, évidemment, ce terme désigne collectivement tous les partenaires européens de l'OTAN. Je veux dire, les alliés européens de l'OTAN. Et c'est une façon pour la Russie de s'adresser à tous en une seule fois. Mais au final, si vous avez des missiles ou des choses de ce genre, les États-Unis seront impliqués. C'est pourquoi il est probablement bon de garder les États-Unis dans le tableau. Enfin, bon ou mauvais, cela dépend de la façon dont on le voit. Néanmoins, je pense que les États-Unis, dans la dernière phase de ce conflit, sont le seul pays qui ait montré une certaine forme de rationalité. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement rationnel, mais il y a une part de rationalité. Et c'est probablement une bonne chose, car lorsqu'il s'agit de missiles, ces missiles antibalistiques que nous avons en Pologne et en Roumanie, ils sont à double usage. Je veux dire, ils peuvent être antibalistiques ou balistiques. Ces missiles sont américains. Donc en fait, s'il y a un accord entre la Russie et les États-Unis, cela suffit, en essence. Et c'est là la différence avec la Commission européenne, parce que la Commission européenne, enfin l'Union européenne, peut décider. Je veux dire, Ursula von der Leyen peut prendre une décision, tandis que, encore une fois, son homologue, ou semi-homologue, Mark Rutte, ne le peut pas. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est important de s'en souvenir, car cela explique pourquoi d'ailleurs, l'OTAN en tant qu'organisation n'a jamais vraiment été impliquée dans un conflit. Il y avait des pays de l'OTAN. Souvenez-vous, lorsque vous aviez des accords de sécurité avec l'Ukraine, ils étaient bilatéraux. Elles ne pouvaient pas être collectives, car l'OTAN, même si dans tous ces accords bilatéraux, on retrouve en substance tous les pays membres, ne peut pas être impliqué en tant qu'organisation. En fin de compte, c'est les États-Unis qui décident. Alors qu'avec des accords bilatéraux, chaque pays peut décider de manière indépendante. Et cela, d'ailleurs, montre aussi pourquoi l'OTAN devrait, à un moment donné, être plus indépendante. La raison d'être même de l'OTAN devrait être discutée en Europe. D'un côté, c'est la force de l'OTAN, car elle place tous les pays sous le parapluie nucléaire américain. Mais c'est aussi une faiblesse, dans la mesure où cette structure, l'OTAN en tant que mécanisme, n'est pas adaptée pour résoudre des conflits comme celui en Ukraine. Elle n'a jamais été conçue pour cela. Et nous avons pu constater d'ailleurs que c'était même très faible en Afghanistan. Bien sûr, il y avait des pays de l'OTAN impliqués là-bas, mais la structure de commandement et tout cela ne sont pas conçus pour la guerre, en particulier dans des conditions de guerre nucléaire. Mais enfin, c'est un aspect. Pour revenir à votre question, je pense que ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'utilisation des avoirs gelés comme exemple, car il est clairement indiqué dans l'accord que ces avoirs gelés seraient utilisés pour la reconstruction de l'Ukraine. Je ne suis donc pas sûr que ce soit quelque chose que les Russes accepteraient, car, tout d'abord, ce sont des avoirs qui appartiennent au peuple russe,
et non à ceux qui ont rédigé l'accord. belong to the Russian people, C'est la première étape. not to those who have crafted the agreement. That's the first step. And secondly, I think the idea of the Russians is to Et deuxièmement, je pense que l'idée des Russes est de pousser les Européens à assumer leurs responsabilités. when the Lorsque les Européens ont demandé à Zelensky d'échanger la paix contre un soutien aussi longtemps qu'il le faudra, ils ont pris cette responsabilité. Et je pense que les Russes sont très clairs sur le fait que cette responsabilité doit être assumée par ceux qui, en réalité, ont créé le problème. Car en avril 2022, la proposition de Zelensky avait presque été acceptée par les Russes. Elle était sur le point d'être signée. Et les Européens ont demandé à Zelensky de la retirer. Si Zelensky avait maintenu sa proposition, nous n'aurions pas cette discussion aujourd'hui. L'Ukraine serait dans le même état qu'à l'époque, avec encore quelques discussions en cours sur le Donbass et la Crimée. some discussions that were still pending on the Donbass and Crimea, but by and large, you would have Mais dans l'ensemble, Kiev aurait la souveraineté sur la plupart, enfin en réalité sur la totalité, du territoire. Elle serait neutre, comme dans ce document, et comme dans la précédente constitution de l'Ukraine. Donc, aucun véritable changement, simplement un engagement selon lequel l'Ukraine ne serait plus un adversaire de la Russie, ni un adversaire du peuple russe vivant en Ukraine. Car c'est aussi un aspect important. Les Européens ont donc pris une énorme responsabilité en demandant à Zelensky de se retirer de cet accord. Et en même temps, ils se sont engagés à en assumer le coût. Alors pourquoi la Russie devrait-elle aujourd'hui payer pour ce que les Européens se sont déjà engagés à financer? Je pense que c'est un point important. So I think that's an important point. Again, that's my feeling. Probably the Russians. Encore une fois, c'est mon sentiment. Probablement les Russes. Je ne suis pas à Moscou, je ne conseille pas le Kremlin, mais c'est certainement quelque chose que, selon moi, les Russes refuseraient. C'est un aspect, et il y en a probablement d'autres. C'est l'élément le plus important qui m'a frappé. Je ne suis pas sûr que les Russes soient très impressionnés par l'idée de voir les sanctions levées ou quelque chose de ce genre. C'est certainement un avantage pour eux, dans un certain sens. Mais en même temps, si vous vous souvenez de ce que Vladimir Poutine a dit en décembre dernier, lors de la réunion avec les industriels et les syndicats, il a déclaré que la Russie ne devait pas compter sur la levée des sanctions. A relief of the sanctions. So the sanctions are systemic in essence. Ainsi, les sanctions sont systémiques par essence. Et je pense qu'il a même dit que c'était une opportunité pour la Russie. C'est très intéressant, car on observe la même chose en Chine, par exemple. Même lorsqu'il y a une interdiction des microprocesseurs américains, les Chinois ont à leur tour interdit les microprocesseurs américains eux-mêmes, car ils ont remarqué que ces sanctions avaient en réalité un aspect positif. Elles offrent une sorte de stimulation à l'industrie nationale pour compenser le manque de cet équipement. En fait, les sanctions sont probablement un moyen de dynamiser certaines parties de l'économie. Et c'est exactement ce que Vladimir Poutine a dit il y a un an. Donc je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui impressionne particulièrement les Russes, car ils disent « Eh bien, nous avons appris à vivre avec les sanctions. D'ailleurs, nous avons désormais de nouveaux accords commerciaux, plus avec l'Europe, mais avec le reste du monde. Et probablement, même s'il y a maintenant un accord entre la Russie et l'Ukraine, il n'impliquera pas nécessairement ce que les Européens souhaitent avec la Russie. J'ai le sentiment que si l'on écoute Kaja Kallas et d'autres, je ne suis pas sûr que les Européens soient d'humeur à améliorer leurs relations avec la Russie. Au contraire, même s'il y a maintenant un accord négocié par les Américains, les Européens seront probablement encore plus sévères envers les Russes. Autrement dit, pour les Russes, la question des sanctions n'est probablement pas un facteur d'incitation. Ils vivent sans elles. Ils ont désormais renforcé leurs liens avec la Chine. Ils sont plus intégrés, pas complètement,
mais il y a un mouvement vers une intégration économique dans divers domaines entre la Chine et la Russie. Et la Russie a trouvé de nouveaux marchés dans le reste du monde. En conséquence, elle n'a plus besoin de l'Europe. D'ailleurs, c'est aussi une manière pour les Russes de punir l'Europe. Car au bout du compte, si l'Europe ne veut pas entretenir ou améliorer ses relations économiques avec la Russie, ce sont les Européens qui en paient le prix. L'industrie allemande en paiera le prix. Elle en paye déjà le prix. Ainsi, les Russes ne sont probablement pas pressés de reprendre des liens économiques traditionnels avec l'Europe. Désormais, les Européens ont voulu aggraver le conflit. Eh bien, ils en paieront le prix. Donc encore une fois, tous ces éléments, à mon avis, sont des choses que les Russes peuvent se dire « Eh bien, nous n'en avons pas forcément besoin ». Et encore une fois, cela relève davantage du domaine économique, où je pense que la Russie ne montrera pas beaucoup d'enthousiasme. Je peux me tromper, c'est probablement juste ma perception. Mais c'est quelque chose, car si l'on lit le texte, on voit que même les États-Unis ont essayé d'utiliser ces avoirs gelés pour développer des industries sur leur propre territoire. Donc c'est MAGA. MAGA revient dans l'accord. Mais c'est logique. Je veux dire, ce sont les Américains qui négocient cet accord, donc ils veulent en tirer un certain bénéfice. Je comprends cela. Et d'ailleurs, ils ont demandé une compensation aux États-Unis, donc on voit bien que les États-Unis ne sont pas complètement innocents dans ce conflit. Ils veulent aussi en tirer un certain avantage pour eux-mêmes. Là encore, je peux le comprendre. Mais cela ne constitue peut-être pas une incitation pour les Russes à agir ainsi. Ils n'en ont pas besoin et peuvent probablement s'en passer. Donc maintenant, l'alternative consiste bien sûr à dire « Eh bien, nous ne sommes pas satisfaits de cet accord. Nous allons continuer à nous battre un certain temps et s'il vous plaît, étudiez-le davantage. Je veux dire, nous pouvons retravailler l'accord, le repenser à la lumière de ce qui se passe sur le terrain. Et il est probable que les Américains seront contraints de modifier certaines clauses de l'accord. Encore une fois, je n'en sais rien. Eh bien, je peux comprendre pourquoi les Ukrainiens seraient très mécontents de cette approche américaine, car, comme vous l'avez suggéré plus tôt, ils avaient obtenu un accord plutôt favorable en mars et avril 2022 avec l'accord d'Istanbul. Ce sont les Américains et les Britanniques qui ont approché Zelensky et l'ont convaincu d'abandonner cet accord de paix. Les Européens étaient également impliqués, en particulier les Britanniques. En échange, ils ont promis à l'Ukraine toutes les armes nécessaires pour gagner. Encore une fois, ils combattraient aux côtés des Ukrainiens et feraient de Zelensky un nouveau Churchill. Ce serait une victoire garantie. L'OTAN apporterait son plein soutien à l'Ukraine. Et maintenant, les États-Unis semblent prêts à exercer une forte pression sur l'Ukraine, presque à la punir, si elle n'accepte pas cet accord de paix, qui est vraiment terrible, surtout comparé à ce que l'Ukraine aurait pu obtenir à Istanbul si elle n'avait pas cédé à toute cette pression américaine. Concernant les sanctions, cependant, vous avez mentionné que les Russes pourraient les considérer comme une opportunité, mais Poutine a également fait un commentaire aux Américains, car eux aussi aimeraient se débarrasser des sanctions, comme vous l'avez dit. Poutine a déclaré que la Russie n'avait pas quitté le dollar américain, ni les banques américaines. C'est le dollar américain et le système financier américain qui ont quitté la Russie en imposant ces sanctions. Je pense donc que puisque la principale préoccupation de l'Amérique est la montée des BRICS et l'émergence d'un ordre financier ou économique post-américain, elle aimerait d'une certaine manière réintégrer la Russie dans le monde unipolaire. C'est probablement un pas trop ambitieux. Cependant, de Maria Zakharova à Dmitri Peskov, tous affirment que les Américains ne leur ont rien envoyé. Ils se contentent de lire les rapports des médias comme nous, soi-disant.
Je suis sûr qu'ils disposent d'un peu plus d'informations, puisqu'ils sont ceux qui ont parlé avec les Américains. I'm sure they have some more information, given that they're the one who've been talking to the Americans, but nonetheless, Mais malgré tout, il semble que l'idée soit que même s'ils ont des inquiétudes, ils n'ont pas vraiment besoin de les exprimer pour l'instant. Car si l'Ukraine rejette, pourquoi se mettre à dos Trump pour des détails mineurs? Si Zelensky compte rejeter en bloc toutes les questions clés, alors pourquoi ne pas simplement attendre et laisser les Américains faire pression sur Zelensky pour qu'il se rallie? Ce que j'ai trouvé intéressant, tu as mentionné les finances, c'est que j'ai aussi remarqué cela en écoutant ce que disent les politiciens russes à la Douma au sujet des fonds russes volés. Ils veulent récupérer tout cet argent. J'ai également du mal à imaginer qu'ils soient prêts non seulement à céder l'argent, mais en plus à le remettre à l'Ukraine. C'est difficile à croire. D'un autre côté, on pourrait dire que puisque les Américains ne reconnaîtront pas Zaporizhia et Kherson comme russes, il est concevable que ces fonds destinés à la reconstruction de l'Ukraine représentent la part russe de cet accord. D'autant plus que le champ de bataille se trouve du côté russe. C'est-à-dire que le territoire pris par la Russie est celui où la plupart des dégâts ont eu lieu. Je suppose simplement que ce serait le compromis naturel. La Russie aiderait à reconstruire les territoires qu'elle a pris et les Européens paieraient pour l'autre côté des nouvelles frontières. Mais je voulais vous demander, concernant les Européens, eux aussi opposent une résistance farouche. Ils semblent tout faire maintenant pour bloquer cela. Apparemment, ils travaillent avec Zelensky sur une contre-proposition qui équivaudrait à une capitulation russe. Mais ils ont besoin du consentement des Ukrainiens. Est-il possible pour les Américains et les Russes d'obtenir l'adhésion des Ukrainiens et de simplement passer outre les Européens? Je veux dire, il y a eu des articles dans Politico. Quelqu'un du côté américain aurait dit « Peu importe ce que pense l'Europe ». Pensez-vous que c'est le sentiment dominant? Oh, il y a deux choses. Tout d'abord, et cela se rattache à la question des avoirs gelés, car il y a seulement quelques semaines, à la fin du mois d'octobre, si je ne me trompe pas, il y a eu toute cette discussion sur ce qu'il fallait faire de ces avoirs gelés. Vous vous souvenez peut-être que le Premier ministre belge, Bart de Wever, a tenu une sorte de conférence de presse, une discussion avec des journalistes, pour expliquer pourquoi la Belgique est très prudente quant à l'utilisation de ces avoirs gelés et à leur transfert à l'Ukraine. Un aspect intéressant est qu'il a déclaré « Eh bien, vous savez, en temps de guerre, c'est le vainqueur qui décide de ce qu'il advient des avoirs gelés, pas le perdant. » Ce qui signifie, évidemment, il avait en tête qu'il n'y avait pas de discussion possible. Les Russes sont en train de gagner, et ce sont maximalt des fall. Et s'ils récupèrent leurs avoirs, et puisque ces avoirs sont simplement gelés, ils devraient en principe leur être rendus immédiatement. C'était la préoccupation de Bart de Wever. Il a dit, eh bien, si les Russes demandent à récupérer ces avoirs tout de suite, nous ne pourrons pas le faire. Nous avons donc besoin de garanties d'autres États européens, car la Belgique détient la majeure partie de cette somme, environ 180 milliards d'euros chez Euroclear. Cela signifie que la Belgique devrait payer immédiatement. Le total en Europe est d'environ 180 milliards, mais le montant qui devait être versé à Zelensky était de 140 milliards. Quoi qu'il en soit, quel que soit le montant, le fait demeure que la Belgique devrait libérer cet argent immédiatement. Et la crainte, évidemment, est que les Belges aient en tête que les Russes vont gagner et qu'ils demanderont donc, à un moment donné, à récupérer cet argent. Et si nous ne l'avons pas, nous serons dans le pétrin. Autrement dit, malgré la rhétorique officielle selon laquelle les Russes doivent être vaincus, blablabla,
La réalité, je pense, c'est qu'en coulisses, personne ne se fait d'illusions sur ce qui se passe. Tout le monde comprend que plus ce conflit dure, plus la situation sera mauvaise pour l'Ukraine. Et donc, il y a probablement besoin de faire quelque chose. Maintenant, toute la question de la formule de Zelensky, la formule en 10 points qu'il a présentée en novembre 2022, qui a été discutée lors de diverses réunions l'année dernière, et jusqu'à la fameuse conférence en Suisse, celle de Bürgenstock, était qu'ils ont dû réduire ces 10 points à 3, car les 7 autres étaient totalement inacceptables. The 7 others were totally unacceptable. So, but the Europeans are still. Mais les Européens continuent de raisonner en termes de cet accord en 10 points. D'ailleurs, c'est un produit dérivé de la formule en 10 points présentée par la délégation ukrainienne en mars à Istanbul, puis à nouveau en juin. Vous vous souvenez peut-être que les Russes étaient venus avec une sorte de mémorandum qui, en réalité, décrit la proposition de Poutine de juin 2024, mais de manière plus détaillée. Et les Ukrainiens sont revenus avec une solution à mi-chemin entre le plan de Keith Kellogg et la formule en 10 points. Ainsi, les Européens continuent de réfléchir à cette formule, parce qu'en substance, comme vous l'avez justement dit, elle exige la capitulation de la Russie. Mais c'est le langage officiel. But that's the official language. That's Kaja Kallas. That's the what you say. C'est Kaja Kallas. C'est ce qu'ils disent dans la presse. Mais en réalité, je pense qu'ils comprennent tous que les choses ne se dérouleront pas ainsi et que l'Ukraine est en gros destinée à la défaite. Le problème c'est comment rendre cette défaite plus facile à accepter et à soutenir pour l'Ukraine. Je pense que c'est ce qui se passe en coulisses. Mais encore une fois, comme les Européens ne veulent pas se contredire, ils s'en tiennent toujours à la rhétorique officielle, selon laquelle il ne peut y avoir aucun compromis, que la Russie doit payer, et ainsi de suite. Exactement ce qu'a dit Kaja Kallas. Il y a un agresseur et il y a une victime. Encore une fois, c'est quelque chose que l'histoire jugera, mais à mon avis, c'est un argument que les Russes ne partagent pas. This is an argument that is not shared by the Russians. And by the way, you have more and more voices. Et d'ailleurs, de plus en plus de voix, y compris d'anciens observateurs de l'OSCE et d'autres, sont parvenus aux mêmes conclusions que moi, à savoir qu'il y avait bien eu une provocation. L'idée était de provoquer une intervention russe afin d'appliquer des sanctions, car sans cette provocation, la Russie ne serait pas entrée en Ukraine. Et si elle n'était pas entrée en Ukraine, on n'aurait pas pu appliquer les sanctions, ni affaiblir la Russie. Car l'idée, à ce moment-là, était que l'économie russe était si fragile qu'avec des sanctions massives imposées en très peu de temps, cela isolerait la Russie et ferait s'effondrer tout le système. Et c'est exactement ce qu'a expliqué le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, le 1er mars 2022. Exactement ce qu'il a dit. Cela signifiait qu'à ce moment-là, les gens étaient convaincus qu'il y avait une opportunité de faire s'effondrer la Russie. Par conséquent, il y avait eu une provocation suivant le même schéma que celui observé en Ossétie du Sud en 2008, lorsque le gouvernement géorgien avait lancé une provocation contre l'Ossétie, probablement pour créer une situation similaire à celle que nous avons connue en février 2022 en Ukraine. Mais cela ne s'est pas déroulé comme ils l'avaient prévu, et ils ont donc répété l'opération. And therefore they repeated the operation. And if you look at all the events, et si vous regardez tous les événements qui ont précédé l'intervention russe en Ukraine, vous pouvez voir que c'est très similaire à ce qui s'est passé en Géorgie. On retrouve les mêmes signes, les mêmes indicateurs des deux côtés. Donc, à mon avis, les Ukrainiens se sont inspirés du modèle géorgien et ont essayé de l'appliquer. Et pour cette raison d'ailleurs, vous vous souvenez peut-être que Joe Biden savait que la Russie attaquerait le 16 février. Et pourquoi le 16 février? Parce que c'est précisément le jour observé par l'OSCE où il y a eu une forte augmentation des bombardements du Donbass par les forces ukrainiennes.
Et Joe Biden pensait que cela déclencherait une réponse immédiate de la Russie. Il a fallu environ 8 jours avant que la Russie ne décide d'intervenir. Mais il est intéressant de constater que Joe Biden, quelques jours avant le 16 février, a déclaré qu'il savait que les Russes attaqueraient le 16. Ce qui signifie que, et encore une fois, je ne veux pas revenir sur cette fameuse interview d'Alexei Arestovitch du 18 mars 2019, elle décrivait en réalité tout le processus qui allait se dérouler en 2022. En fait, même dans cette interview, 3 ans à l'avance, Arestovitch disait que le conflit aurait probablement lieu à la fin de 2021 ou au début de 2022, ce qui signifiait que c'était une provocation. Et donc ce que disent aujourd'hui les Européens, et ce que dit Kaja Kallas, correspond évidemment à la rhétorique officielle à ce sujet. Mais encore une fois, cela a été une provocation. Et donc, je pense que les Russes, peu importe ce que les Européens peuvent en penser, que ce soit une véritable provocation ou non, sont convaincus d'avoir été provoqués à mener cette opération. D'ailleurs, nous qualifions toujours cela d'injustifié. Chaque fois que nous mentionnons cette intervention, nous disons « non provoqué ». Je trouve que c'est un peu excessif, pour être honnête. Cela sous-entend qu'il y a eu provocation. C'est mon opinion personnelle. Quoi qu'il en soit, la rhétorique des Européens reste de la rhétorique. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit étayée par les faits très longtemps. Ils n'ont en réalité aucun levier sur l'Ukraine. Je veux dire, ils peuvent bien dire qu'ils soutiendront l'Ukraine, mais ils n'en ont même pas les moyens. En réalité, ce que nous avons vu au cours des 2 derniers mois, disons tous ces drones et les diverses pseudo-attaques, visaient surtout à maintenir l'attention sur l'Ukraine, à garder les Américains concentrés, peut-être même à provoquer une réaction plus forte de leur part pour qu'ils continuent à soutenir l'Ukraine. Souvenez-vous, nous avons eu tous ces incidents de drones en Pologne et ailleurs. Et en même temps, le Premier ministre ukrainien demandait à l'Europe d'établir une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Zelensky avait évoqué la question des missiles Tomahawk, un sujet qu'il avait déjà abordé auparavant, mais il s'est exprimé très fermement à ce sujet en octobre. Cela reposait sur toutes ces provocations présumées de la part des Russes. Et comme les Européens n'ont pas les moyens de le faire, ils avaient besoin d'une implication plus importante des États-Unis. Le problème, c'est que Trump ne le souhaite pas. Donc, ils ont dû trouver un moyen de pousser les États-Unis à modifier leur politique et à rester impliqués dans le conflit ukrainien. Or, cela ne s'est pas passé ainsi. Et pour cette raison, nous nous retrouvons dans une situation où les Européens sont impuissants. Ils ne peuvent pas apporter de soutien financier. Ils ne peuvent pas apporter de soutien militaire. Ils ne peuvent pas soutenir l'Ukraine avec du matériel. Et donc, malgré toute la rhétorique, je pense que les Européens seront contraints d'admettre que la situation n'est pas en faveur de l'Ukraine, malgré le discours officiel. À un moment donné, ils devront obéir, je dirais, aux États-Unis. Il est très significatif que dans toute la discussion que nous avons eue, comme vous l'avez justement dit au début, tout se soit déroulé en coulisses et tout cela. Néanmoins, les États-Unis et la Russie continuaient à se parler sans les Ukrainiens, sans les Européens. Et cela signifie que l'Europe n'a aucun poids dans tout cela. D'ailleurs, ce n'est pas surprenant. Je veux dire, nous avons eu un problème cette année avec l'Iran. L'Europe était absente. Avec la Palestine, l'Europe était absente. Je veux dire, sur chaque sujet, l'Europe ne fait que parler sans rien faire, pratiquement rien. Et même quand l'Europe a un différend avec la Chine, Kaja Kallas se rend en Chine. De quoi parle-t-elle?
de la Russie, parce qu'elle n'a rien d'autre en tête que le problème de la Russie. Comment peut-on travailler avec ces gens-là? Je veux dire, l'Europe s'est rendue elle-même insignifiante dans toute cette affaire. Elle est insignifiante. Elle n'a proposé aucune initiative. Bien sûr, sous Biden, c'était Biden. Mais avec Trump, nous avons vu plusieurs démarches. Je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes été très intelligentes, probablement assez maladroites par moments, mais au moins, il y avait une idée, une tentative de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre, ou de trouver une solution temporaire pour l'Ukraine. Et encore une fois, on peut en vouloir aux Américains. On peut en vouloir à Trump pour cela. The American can blame Trump for that, but at least they tried. Mais au moins, ils ont essayé, tandis que les Européens n'ont même pas essayé de le faire. Ils ont maintenu la même rhétorique qu'ils avaient depuis le tout début de la crise, et ils s'y tiennent. Point final. Il n'y a rien de plus que cela. Je veux dire, aucun signe d'apaisement. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union européenne. Je crois que c'était en septembre 2022, quand elle a déclaré « Pas d'apaisement, pas de négociation avec la Russie ». Et ils sont restés fidèles à cette ligne politique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, il y a deux possibilités. La défaite de l'Ukraine ou une solution politique. Et puisque l'Europe ne veut pas de solution politique, nous nous dirigeons vers la défaite de l'Ukraine. Mais ce n'est pas ce que veulent les États-Unis. Par conséquent, nous avons encore une solution politique, mais sans l'Europe. C'est très simple. Il semble que l'objectif principal de l'Europe, comme vous l'avez dit, soit simplement de maintenir la guerre. Et pour ce faire, la situation idéale serait de jouer sur le désir de Trump de mettre fin au conflit. Autrement dit, trouver un moyen de présenter la situation comme si la Russie s'opposait à la paix. C'est pourquoi ce cessez-le-feu inconditionnel était une approche si astucieuse. Il savait que cela reviendrait à mettre fin à la guerre sans règlement politique, ce qui est impossible pour la Russie. C'est donc un bon moyen d'amener Trump à faire pression sur la Russie, à laisser les relations se détériorer, et ainsi Trump deviendrait un Biden 2.0, ce qu'il semble être devenu dans une large mesure. Mais maintenant, c'est assez significatif. Maintenant que cela s'est concrétisé sous la forme d'un plan très précis en 28 points, il semble que tant que la Russie n'a rien à redire, puisque les Européens et Zelensky le font déjà, je pense, oui, on peut s'attendre à ce que la campagne de pression commence à venir des États-Unis. Cela pourrait aller de la réduction des livraisons d'armes, de renseignements ou de soutien logistique. Il y a beaucoup de domaines d'où la pression pourrait venir. Donc ce sera, oui, fascinant de voir comment cela va affecter l'Ukraine, car cela se produit, comme tu l'as dit, à un moment si critique, maintenant que l'Ukraine subit de lourdes pertes sur le champ de bataille. C'est vraiment à ce moment-là qu'ils avaient besoin d'un soutien supplémentaire. Donc c'est un moment opportun, je suppose, pour les Américains de leur mettre la pression. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Et Trump a tendance à embarquer le monde entier dans ses montagnes russes émotionnelles, comme s'il considérait la planète comme sa propre émission de télé-réalité. Mais je suppose qu'il y a maintenant une certaine marge d'optimisme. Qu'au moins quelque chose qui ressemble à un règlement politique raisonnable et possible est à portée de main. Cela dit, je pense que nous en sommes encore assez loin. Merci encore, colonel. Je suis d'accord. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci et passez une bonne journée.